La journée mondiale de l'environnement célébrée aujourd'hui, les festivités se sont déroulées dans la région de la Maraoué, précisément à Boisflé. Concernant la préservation de l'environnement, cette interrogation, avons-nous un comportement éco-citoyen? On saura grâce à un reportage effectué par l'une de nos équipes dans le district d'Abidjan. Au moins 150 morts dans l'incendie d'une station-service et les inondations à Accra, au Ghana. 3 jours de deuil décrétés à partir de lundi prochain. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. La journée mondiale de l'environnement célébrée aujourd'hui à Boisflé, c'est au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de la Maraoué. Cette célébration prend cette année une dimension sous-régionale. En effet, grâce au programme des Nations Unies pour l'environnement, la Côte d'Ivoire abrite la célébration ouest-africaine de l'événement. 7 milliards de rêves, une planète, consommons avec modération. À travers ce thème, les populations sont encouragées à éviter le gaspillage d'eau, de nourriture et autres ressources pour une meilleure qualité de vie. Protection de l'environnement toujours, les étudiants de l'université Nangui à Brogoua appelés à s'impliquer. Ce matin, ils ont été instruits sur le sujet à travers une conférence. Elle avait pour thème éco-citoyenneté, culture universelle pour sauver la planète. Koné Pargassoro était parmi l'auditoire. Planting d'arbres, de fleurs, de gazons, installation de poubelles, projection des films sur l'importance de l'arbre dans l'existence de l'humanité. Nous sommes à l'université Nangui à Brogoua d'Abobo Adiamé. Ici, le conseil estudiantin de l'université Nangui à Brogoua, l'association des étudiants pour la préservation et l'assainissement de l'environnement et le club de gestion de l'environnement décident de sensibiliser l'ensemble des étudiants et la jeunesse ivoirienne sur l'importance de la préservation et de la protection de l'environnement. Nous allons, avec les partenaires qui nous accompagnent, on va distribuer les poubelles, on va leur montrer un comportement éco-citoyen pour éviter que notre cadre de vie soit vraiment dégradé. Éco-citoyenneté, culture universelle pour sauver la planète. Thème développé au cours de cette cérémonie sur la protection de l'environnement par Dr Aboua Gustave, enseignant à l'université Nangui à Brogoua. Pour le conférencier, en 35 ans, l'impact de l'humanité sur les ressources biologiques a doublé et dépasse de 20% la capacité de la Terre. Une situation inquiétante selon lui. Aussi, encourage-t-il à la sensibilisation et à la formation pour l'éco-citoyenneté. Cela en vue d'éviter les inondations, la sécheresse, voire la disparition de l'espèce humaine. Cette cérémonie sur la protection de l'environnement, initiée par les associations estudiantines en charge de l'environnement de l'université Nangui à Brogoua, s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de l'environnement organisée tous les 5 juin. Un comportement éco-citoyen pour éviter la dégradation de l'environnement. Avons-nous un comportement éco-citoyen? Sommes-nous respectueux de l'environnement? On le saura grâce à ce reportage effectué par l'une de nos équipes dans le district d'Abidjan. Regardez. Des pneus, des ordures, des herbes. Tous ces éléments polluants dans des caniveaux. Ces caniveaux installés pour l'évacuation des eaux usées et des pluies sont malheureusement bouchés par ces ordures. Conséquence, les eaux de pluie se retrouvent sur la chaussée provoquant beaucoup de désagréments aux usagers. Désagréments dus à l'incivisme et au mauvais comportement de certaines personnes. Dans les caniveaux, c'est bouché. Quand il pleut, l'eau n'arrive plus à circuler. Vraiment pour traverser, mais c'est vraiment difficile. C'est nous qui faisons ça. Parce qu'après avoir mangé, quand on voit vraiment une saleté ici, on dit pourquoi ne pas faire cela? Donc on prend, on jette au fur et à mesure, c'est envahissant. C'est nous les citoyens nous-mêmes qui bouchons ces caniveaux-là. Je vais ajouter que ce n'est pas un comportement responsable, quoi. Voilà, quand nous sommes citoyens d'un pays, il faut rendre ce pays propre. Jeter les sachets d'eau et les emballages de nourriture dans la rue, faire ses besoins en plein air. Si ces actes inciviques et insalubres sont condamnés par l'opinion publique, pour une frange de la population, ces comportements sont dus à l'absence de poubelles et de latrines sur la voie publique. Celui par exemple qui achète un sachet d'eau dans la rue, voilà, après avoir fini de boire l'eau, s'il n'y a pas de poubelle dans les environs, bon, écoutez, il est tout de suite tenté de se débarrasser du sachet dans le caniveau, bien sûr, sur la route. Quelqu'un a un besoin très urgent, il a peut-être des jetons, s'il n'y a pas de latrine publique, écoutez, il ne peut pas se promener avec son besoin dans le ventre, il est tout de suite tenté de se libérer, il va tout de suite chercher un endroit pour pouvoir voilà, se soulager.
En cette période de pluie, la population doit être sensibilisée sur l'importance de la préservation et de l'assainissement de son cadre de vie, mais aussi de l'adoption d'un comportement responsable et digne en vue d'éviter les inondations. On referme ce chapitre sur l'environnement avec ce bel exemple, un parc écologique sorti d'un bidonville de Rio de Janeiro au Brésil, une décharge sauvage qui est devenue une oasis verte. L'initiateur du projet vient de remporter l'un des prix d'urbanisme les plus prestigieux au monde. Cette favela de Rio de Janeiro, perchée à flanc de montagne en bord de mer, se cache un véritable oasis écologique. Le parc Citillé a été sauvé des ordures. Il y a encore 10 ans, 16 tonnes de déchets y étaient entassées. Mauro Quintanilha habitait juste à côté et ne supportait plus cette situation. Comme la plupart des favelas, Vidigal n'avait pas de ramassage d'ordures. Un jour, il s'est décidé à agir avec l'aide d'une dizaine d'habitants. Au début, c'était difficile parce qu'on retirait les ordures et les personnes revenaient la nuit en jeter d'autres. Alors on a compris qu'il fallait qu'on fasse des potagers avec des légumes, de la papaye, du potiron, du chou ou de la coriandre et qu'on le donne à ceux qui venaient jeter les ordures. Après ça, ils ont arrêté et ils sont devenus des amis et maintenant ils nous aident. Des pneus pour lutter contre les glissements de terrain ou encore des roues de vélo pour en faire des tables ou des balustrades. Tout ce qui a été trouvé dans la décharge a été recyclé pour le parc. Et la route qui servait de fuite pour les trafiquants de drogue est aujourd'hui devenue un point de vue panoramique sur les plages touristiques de la ville. L'initiative de Mauro prend un tournant décisif en 2012 lors du sommet de Rio +20, le sommet de l'ONU sur le développement durable. Un architecte brésilien diplômé de Harvard veut aller encore plus loin en construisant un centre d'innovation d'architecture, une bibliothèque ou des cours d'art pour les enfants. Dans les favelas, il y a des personnes incroyables, mais l'endroit est inhumain. Et tant que les gouvernements et la société civile ne comprendront pas cela, l'intégration sociale tant souhaitée n'aura pas lieu. Et avec notre projet, on a réussi à construire un havre de paix à Vidigal. Et on a développé la culture du vivre ensemble qui existe déjà, mais qui est renforcée avec cet espace. Cet ambitieux projet a déjà fait des émules à l'étranger. Il a même remporté en avril dernier le prix CID, l'un des plus prestigieux en architecture et urbanisme. Mais la success story a aussi inspiré d'autres favelas de la ville. Le problème de décharge sauvage persiste malgré les promesses du gouvernement d'y faire revenir les services publics en parallèle d'une lutte contre le crime. Urso est éducateur environnemental. Il sillonne inlassablement la favela voisine de Rocinha à la rencontre des habitants pour les inciter à changer leurs habitudes. Sandra habite juste à côté d'une de ces décharges. Elle craint les maladies pour ses enfants. Je monte là-haut et j'essaye de nettoyer. Avec mon beau-frère, on brûle les ordures. Mais les gens continuent de jeter les poubelles. Vous ne pouvez pas les empêcher de faire ça parce que parfois, ils n'ont nulle part ailleurs où les jeter. Pour ce, on est persuadé, le modèle du parc écologique de Vidigal peut être appliqué à Rocinha, la plus grande favela d'Amérique latine avec ses 150 000 habitants. Il nous emmène en haut de la montagne où quelques habitants et ONG ont réussi l'an passé à déblayer les ordures. Une première victoire. L'idée, c'est de faire là un potager, et ici, là où il y a du carrelage, parce qu'il y avait des maisons, c'est de faire un espace de jeu pour les enfants. Le retour de la guerre entre trafiquants et policiers a stoppé net le projet. Mais Urso veut croire que l'écologie peut être une force de changement, là où la politique de pacification des favelas a échoué à améliorer la vie de ses habitants. L'allaitement maternel, vous le savez, permet une bonne croissance chez l'enfant. On a célébré hier la journée mondiale de l'allaitement maternel, justement en Côte d'Ivoire. 2015 est décrétée l'année de l'allaitement maternel et c'est à partir de la ville de Grand-Bassam que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a donné le top départ des activités de promotion de l'allaitement maternel. Il avait à ses côtés la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi. En Côte d'Ivoire, seulement 12 femmes sur 100 donnent le sein maternel à leur nouveau-né.
D'autres chiffres toujours au chapitre santé, selon des données fournies par le service de diabétologie du CHU de Yopougon, 45 000 personnes vivent avec le diabète en Côte d'Ivoire. La prise en charge des personnes atteintes du diabète et la prévention étaient hier au menu de la première édition de la journée scientifique du Centre antidiabétique, une initiative de l'Institut national de santé publique. Ami Sissoko. Jonas Didier a eu le diabète à la suite d'une mauvaise alimentation selon les médecins. Il l'a découvert à l'âge de 13 ans à la faveur d'une séance de dépistage gratuit. Il vit avec depuis plus de 20 ans. Je suis à la télé un jour et puis on m'a dit il y a un dépistage. Et puis je suis venu à ce dépistage et puis ils m'ont déclaré diabétique. J'étais à 3 grammes d'ailleurs. Je faisais presque un coma. Voilà. Donc depuis lors, j'essaie de m'adapter à tout ce qu'on me dit. Voilà. Et puis bon, j'essaie de vivre avec. La première édition de la journée scientifique et porte ouverte du Centre antidiabétique d'Abidjan est organisée pour améliorer la qualité de vie des diabétiques, mais aussi inviter la population à se faire dépister en vue de la prévention du diabète. Selon la Fédération internationale du diabète, la prévalence du diabète en Côte d'Ivoire est estimée à 4,9% et le pourcentage de diabétiques non diagnostiqués est de 62,5%. J'ai vu un monsieur, une fanfare, les gens sont en train de dire qu'il faut venir vous faire dépister. Si en cas de choses, vous êtes diabète, tension, on va vous prendre en charge. Voilà pourquoi je suis venu. Ce matin, j'ai dépisté 60 personnes, mais il y a déjà 15 qui ne se savaient pas diabétiques, mais qui sont déclarées diabétiques. Environ 1000 personnes ont pris part à cette séance de dépistage gratuit. Les dépistés positifs ont bénéficié gracieusement de médicaments et seront suivis par le Centre antidiabétique d'Abidjan. Notre institut, à travers le Centre antidiabétique, a imaginé en 2008 une politique de prise en charge intégrée. Parce qu'on s'est rendu compte que les malades, ils venaient juste ici pour faire la consultation et ils allaient faire les autres examens, les yeux, le cœur, le sang ailleurs. Donc ça coûtait de l'argent. Alors la prise en charge intégrée, on a réuni au même endroit tous ces services-là utiles à la prise en charge du diabétique. D'ici 20 ans, il y a 300 000 diabétiques potentiels qui vont venir se rajouter aux 43 000 que nous avons. Donc la couverture maladie universelle est pour nous vraiment une occasion pour améliorer la qualité de la prise en charge, d'abord du patient et le pouvoir public aussi qui gagne. Au cours de cette première journée scientifique et porte ouverte, le dépistage, l'adoption d'une hygiène de vie et la pratique du sport ont été conseillés à la population. Ces pratiques permettront aux bien portants de prévenir le diabète et aux diabétiques de mieux vivre avec. En image, au moins 150 morts dans l'incendie d'une station-service et les inondations au Ghana. Après cette catastrophe survenue hier à Accra, 3 jours de deuil ont été décrétés à partir de lundi prochain. L'incendie qui se serait déclenché dans une résidence s'est propagé aux pompes à essence. Les opérations des secours se poursuivront durant le week-end, a annoncé le président John Dramani. En Colombie, la moitié des villages infestés de mines antipersonnelles, plus de 11 000 personnes en sont victimes sur le chemin de l'école. Les mines, un héritage de plus d'un demi-siècle d'un conflit armé qui oppose la rébellion à l'armée régulière. Un pas devant l'autre, sans jamais sortir du sentier. Pour aller à l'école, Sébastien fait très attention. Ici, la zone est infestée de mines, comme dans plus de la moitié des villages de Colombie. Le résultat de plus de 50 ans de conflits armés et une menace permanente pour les habitants de cette région. Je lui dis de faire bien attention avant de sortir, qu'il n'aille pas en dehors des chemins qu'il connaît. L'école de Sébastien a été construite sur l'emplacement même d'un ancien campement des FARC. La guérilla marxiste a enterré des explosifs un peu partout autour, alors ici, les élèves connaissent bien les risques. Souvent, le ballon sort du terrain et nous demandons aux soldats de nous le récupérer. Parfois, il reste là-bas 2 ou 3 jours jusqu'à ce qu'ils nous le rendent. Depuis quelques semaines, un bataillon de l'armée nettoie le village. Après 2 ans de négociations, un accord a été trouvé entre le gouvernement et les FARC pour déminer le pays. L'ONG anglaise Allo Trust a commencé cette tâche depuis des années déjà. Elle forme des paysans pour inspecter les zones considérées comme dangereuses à l'aide d'un détecteur de métaux. En Colombie, personne ne sait où sont les mines. Et malheureusement, c'est nous, les paysans, qui sommes les premières victimes, alors qu'on n'a rien à voir avec cette guerre. En Colombie, plus de 11 000 personnes ont été victimes de ce fléau depuis 1990. Marco Antonio en fait partie. L'explosion d'une mine sur son lieu de travail l'a rendu aveugle et lui a laissé un corps couvert de cicatrices.
Ses blessures physiques se sont transformées en dépression. Le déminage me paraît très important pour qu'il n'y ait plus de victimes. Malheureusement, c'est trop tard pour nous, mais au moins qu'il n'y ait plus de mines pour les autres. Se débarrasser des mines prendra du temps, mais déjà le nettoyage de leurs terres redonne un peu de confiance aux paysans. Ils espèrent pouvoir un jour cultiver leurs champs en toute sécurité et surtout envoyer leurs enfants à l'école sans danger. C'est ici que l'on referme ce journal. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.